RCF. L'association de protection du Confluent, Loire-Allier et de ses environs, le collectif Nivernais pour une agriculture durable, l'association Les Trois Prés et la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre présentent Planète Nièvre, la mensuelle des enjeux environnementaux de notre département. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Amis auditeurs de la planète et de la Nièvre, bonjour. Christophe aujourd'hui au micro et avec mes camarades, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission de Planète Nièvre sur RCF. Un sujet que Daniel, Geneviève et Pierre vous ont mitonné comme un bon poulet aux petits oignons. Une émission très cocorico en quelque sorte. Vous l'aurez peut-être compris, le thème du jour est ornitho-gastronomique puisque nous allons parler de l'élevage des poulets. Surtout qu'actuellement quelques projets d'élevage de poulets de chair apparaissent dans la Nièvre. Il s'agit surtout de projets que l'on qualifie d'industriels, à savoir que les poulets sont élevés en milieu fermé. Nous nous interrogerons sur la cause du développement de ce type de filière dans la Nièvre et nous la comparerons à la filière de plein air et à la vente directe. On finira par s'interroger sur ce qui est vraiment bon pour le consommateur et à savoir si on n'est pas mené un petit peu par le bout de la fourchette. Avant de parler du département, la France est quand même le premier producteur européen de volailles avec 847 millions de poulets de chair produits en 2015. Malgré tout, 40% du poulet consommé en France est importé, notamment pour la restauration collective, les cantines scolaires, les chaînes de fast-food ou pire de junk food. Cette consommation s'approvisionne à 80% en provenance d'élevage industriel intensif. Dans la Nièvre, on est un petit département producteur de poulets, de chair, peu aussi de poules pondeuses, puisqu'il y a en gros un peu moins d'une douzaine d'élevages de poules pondeuses, environ 36 producteurs de poulets de chair, qui font aussi pour certains du canard, de la pintade ou des dindes. En plein air, on a 17 exploitations, un en bio et un en label. Et après, ces productions soit sont tuées sur place, soit c'est tué dans des abattoirs à proximité, dans les départements à proximité. Il y a eu un changement dans la réglementation qui favorise cette multiplication sur tout le territoire français des élevages industriels. Il y a quelques années, en dessous de 40 000 emplacements, il n'y avait plus d'enquête publique et c'était simplement un élevage soumis à déclaration. Alors que, auparavant, pour ce nombre de volailles, il fallait une enquête publique et à ce moment-là, effectivement, il était possible, pour des bonnes raisons, de bloquer un de ces élevages. Donc ça facilite, bien sûr, la multiplication des élevages industriels et il y a quelques projets dans la Nièvre, mais il y a déjà plusieurs élevages qui avoisinent les 40 000 places. Nous écoutons Éric Bertrand, le président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, nous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si c'est une recrudescence, c'est une production qui a été très peu envisagée par les agriculteurs du département de la Nièvre. Il y a quelques projets dans la Nièvre. Effectivement, la production de viande blanche est demandée en ce moment par les consommateurs, puisqu'on est tout juste autosuffisant. Enfin, on est même importateur de poulets de ce type-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de producteurs qui pensent que ça pourrait être pour eux une opportunité de conforter leur entreprise en produisant ce genre d'animaux. Les consommateurs souhaitent avoir vraisemblablement des poulets qui leur coûtent un prix et il y a un certain nombre de projets nivernais qui sont de nature à répondre à une certaine demande des consommateurs. Oui, alors effectivement, c'est pas un phénomène de grande ampleur, cette arrivée de quelques demandes de poulailler. C'est bien souvent quand même du poulailler industriel. Ça rentre dans un cadre de diversification d'élevage en utilisant majoritairement des produits de la ferme, des céréales produites sur place, avec malheureusement effectivement des protéines qui viendront plus souvent d'importation d'Amérique du Sud. C'est le cas un peu de l'élevage de teinturie, dont la presse a beaucoup parlé. Il suscite notamment quand même des réactions bien compréhensibles au regard du traitement des animaux, puisque on le verra plus tard, il y a quand même très peu d'espace pour ces animaux. La qualité du produit final et la fragilisation aussi de l'agriculteur. C'est un maillon faible à la merci de l'intégrateur. Puis après, il y a toutes les nuisances qui accompagnent ce genre d'élevage, bien sûr, avec des odeurs fortes par moment. Daniel, quel est le parcours d'un poulet de chair en élevage industriel ?
Alors avant que le poulet arrive dans notre assiette, effectivement, comme dans tous les systèmes industriels, il va passer par différents stades. Donc il y a à la base les gens qui sont les multiplicateurs qui fournissent les œufs. Et selon les espèces, l'insémination est artificielle ou naturelle. L'insémination artificielle des mères poules est une technique fastidieuse qui demande beaucoup de rapidité puisque ceux qui font ça doivent faire environ 1500 inséminations par jour pendant 40 semaines de suite. On s'est souvent délocalisé dans les pays dits du Sud, en Afrique par exemple. Mais quand même, il y a beaucoup d'œufs qui sont produits en Europe, heureusement. Ensuite, ces œufs vont donner à des accouveurs qui vont les mettre dans des incubateurs artificiels. Dès leur éclosion, les poussins d'un jour sont transportés dans un premier stade chez des éleveurs qui les nourrissent pendant 3 ou 4 semaines pour faire des poulets, ce qu'on appelle des poulets avancés. Et ensuite seulement, les engraisseurs, donc les éleveurs qui engraissent les poulets, les prennent et les gardent selon un poulet industriel, c'est 2 mois maximum. Alors on le voit, l'élevage en fait industriel se place dans toute une filière. L'éleveur passe un contrat avec un groupe agroalimentaire qui s'occupera de récupérer les poulets arrivés à maturité. Et ce, entre 35 et 40 jours. Il s'occupera de l'abattage, de la commercialisation ou voire de l'exportation si ça reste pas chez nous. Il s'agit là d'une typologie d'élevage qui reste assez limitée pour la Nièvre parce que, Pierre l'a dit, les abattoirs sont essentiellement situés dans d'autres départements. Il n'y en a pas vraiment dans la Nièvre. On est là sur l'Yonne, l'Allier ou la Saône-et-Loire. Oui, au niveau de l'intégration, ça peut être un peu plus complet, parce qu'il peut y avoir aussi un contrat avec une ferme d'alimentation du bétail, qui fournira à ce moment-là les composés adaptés à la croissance des individus à chaque stade, céréales, soja OGM, sans oublier alors des rations d'antibiotiques, quelquefois encore à titre préventif pour éviter toute maladie. Mais il faut savoir que là aussi, ça commence à changer vraiment, puisqu'il y a au niveau européen vraiment un plan d'économie des antibiotiques, c'est vraiment un grave problème pour la santé humaine, que cette accoutumance des bactéries aux antibiotiques. Donc là, les pays ont pris la mesure de cela, et donc il y a un plan éco-antibio en France qui a commencé en 2012, qui va jusqu'en 2016, et on a réussi pour l'instant à baisser de 25% les antibiotiques en élevage français sur la période. Bon, si on compare, on voit que la Hollande et la Suède, eux, par contre, sont arrivés à moins 50% sur la même période. Donc il y a encore des efforts à faire, mais je pense que là, ça bouge aussi. Alors par contre, le gros problème, c'est que dans ces élevages, les surfaces sont à peu près de 1600 mètres carrés pour 30 000 poulets, soit un peu moins d'une feuille A4 par individu. Il est évident que cet entassement est propice à la contagion des maladies et qu'il y a quand même une forte mortalité dans ces poulaillers industriels. Alors, les poules ne sont pas en cage, comme on l'a vu dans certains reportages, dans ce genre d'élevage, mais néanmoins, les poules sont quand même très entassées. Elles sont élevées sur paille, sur copeaux, mais il y a quand même très souvent des interventions de produits vétérinaires pour limiter la mortalité. Alors, ce sont des bâtiments ultramodernes, souvent surveillés par caméra, etc., ventilés, chauffés quand il faut, refroidis quand il faut. Tout ça, on peut se poser quand même la question du bien-être animal, et la question se pose souvent. De toute façon, on peut se dire, en étant optimiste, que l'éleveur d'aujourd'hui doit d'abord se préoccuper du bien-être de ses animaux. On a posé cette question d'ailleurs à Monsieur Bertrand. Je suis pas sûr que les animaux soient si mal que ça dans ces bâtiments-là. Enfin, un exemple tout bête, cette semaine et la semaine dernière, les poulaillers produisant des animaux élevés en plein air, on ouvrait les portes, mais il n'y a pas un animal qui sortait. Parce que les animaux, ils préféraient être à l'intérieur, quand il fait -5, que d'être dans les parcours. Alors les poulets qui ne veulent pas sortir du poulailler comme signe d'absence de mal-être est un argument régulièrement avancé par les industriels. De fait, le mode de production industriel fabrique des animaux dénaturés. Tout est pensé pour leur confort, disent-ils, et c'est en partie vrai, mais leurs poulets ne verront jamais la terre et l'herbe, et n'exprimeront jamais le comportement naturel de leur espèce. L'environnement normal pour une volaille, c'est la terre à gratter, des vers, des escargots, et même des petits rongeurs à chasser,
de l'herbe à manger en complément du grain, qui est leur nourriture de base. Moi, je peux vous dire que mes poules qui sont nées chez moi dans des conditions naturelles, elles sortent même lorsqu'il fait très froid. Daniel, on va rester dans les volatiles, je crois, aujourd'hui. Mais il est temps d'attaquer la chronique nature. Oui, une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec une devinette. Écoutez. Qui est ce percussionniste hors pair que vous pouvez entendre en ce moment lors de vos promenades? Je suis sûre que Christophe le sait, n'est-ce pas Christophe? Si je suis sûr d'une chose, c'est que c'est un pic qui tambourine, ou qui fait du tambourinage. Enfin, l'expression consacrée est pas forcément définie. Moi, je dis tambourinement. Voilà, bon. Et puis effectivement, c'est la saison des amours qui vient de commencer pour toute cette famille d'oiseaux. Alors, les spécialistes, ils identifient facilement les différentes espèces en décortiquant la fréquence et le rythme de ces coups. Si moi, je pouvais choisir en éliminant le plus grand pic de nos régions et le plus petit pic du coin, je dirais qu'il pourrait s'agir du plus commun d'entre eux, le pic et pêche. Est-ce que j'ai bon, Daniel? Bravo. Bon. Trop facile. Alors là, vous avez tout compris. D'après ce qu'a dit Christophe, la drague chez les pics se fait au roulement du tambour. Alors pour résister à ces chocs répétés, intenses et rapides, 10 à 16 fois en un peu plus d'une demi-seconde pour le pic et pêche, répété jusqu'à 600 fois par jour. Et donc, pour résister à ça, le pic et pêche possède un crâne et un bec renforcés. Son cerveau est étroitement emballé dans la boîte crânienne et il ne risque pas d'être ballotté. Et alors, les scientifiques se sont d'ailleurs inspirés de cette morphologie pour dessiner les casques de protection. Il a aussi une manière très étudiée de tambouriner. Avant de frapper, le pic tape d'abord 2 petits coups, de la même façon qu'un bûcheron, comme pour aligner son outil. Et dès qu'il tambourine ou qu'il creuse, parce que c'est la même chose, la tête du pic suit une trajectoire presque toujours rectiligne, évitant surtout tout mouvement de rotation qui sont les plus dangereux. Mais plus étonnant encore, sa langue qui entoure tout le crâne par l'arrière pourrait bien jouer elle aussi un rôle d'amortisseur. Et d'une langue aussi longue, il en fait quoi le pic? Eh bien, le pic et pêche se nourrit entre autres de larves d'insectes qu'il va dénicher sous l'écorce des arbres malades ou affaiblis. Alors, il déroule sa langue, qui est véritablement extensible, puisque pour déloger les insectes et de leur cachette, et il peut la projeter à au moins 4 cm au-delà de la pointe du bec, ce qui est considérable par rapport à sa taille. En plus, elle est munie de barbes acérées, couvertes de salive gluante. Alors, en un instant, il empale sa proie, la ramène vers lui et l'avale. Puis cette langue se replie dans un tube qui s'enroule donc autour du crâne et s'insère dans le front. À l'automne, il se nourrit aussi de graines et de noix. Et comme signe d'intelligence, il sait se construire des enclumes. Donc les animaux qui savent se construire des outils, il n'y en a pas tant que ça. Et dans ces enclumes, il cale ses noix pour pouvoir les ouvrir avec son bec. Alors Daniel, j'ai dit qu'il y avait plusieurs espèces de pics dans la Nièvre, on va pas tous les citer aujourd'hui, mais qu'est-ce qui permet de reconnaître le pic et pêche parmi les 6 espèces qui fréquentent notre département? Alors le pic et pêche, donc qui est, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, le plus courant, est blanc, noir et marqué de rouge. Il est un peu plus gros qu'un merle. Le mâle se reconnaît à sa tache rouge sur la nuque. Le pic et pêche vit partout où il y a des arbres. Vous avez peut-être même le privilège d'en avoir un qui fréquente votre mangeoire. Si vous l'observez, vous verrez qu'il utilise sa queue rigide pour coincer les boules de graisse et s'en délecter. Elle lui sert de point d'appui au repos et de ressort propulseur dans ses bonds, vers le haut ou vers le bas pour ses déplacements dans les arbres. Vous êtes d'accord, c'est quand même un sacré oiseau qui est super bien équipé. La prochaine fois, je vous parlerai du bourdon, un insecte qui fait sa réapparition en mars. On va revenir brièvement au sujet du jour, le poulet. Je crois qu'on va écouter l'ami Pierrot qui sait très bien nous en parler. Savouré jouit le palais, un poulet. Si l'oiseau a piètre figure, c'est qu'il a bouffé des cailloux, ce poulet. Ou qu'on le nourrissait d'injures, si le membre il est dépourvu, c'est qu'il vient de faire la guerre. S'il les a tous par imprévu, c'est qu'il a déserté la guerre. Si vous savourez un poulet grassouillet,
Déserteur mais mort de vieillesse, ne mordez le blanc s'il en reste qu'après avoir eu pour sa hardiesse la pensée due à ce héros qui depuis sa plus tendre enfance faisait pipi sur le drapeau pendant la minute de silence. Nous voilà de retour après presque une recette de cuisine de l'ami Pierrot, Pierre Perret. De retour sur Planète Nièvre sur RCF. Daniel, on parlait de l'élevage industriel tout à l'heure. Les alternatives à cet élevage industriel, c'est quoi ? Alors, justement, nous sommes allés interroger un éleveur aux alentours de Nevers, en zone périurbaine, et qui nous a longuement parlé de son métier, de l'agriculture paysanne, de la manière dont il élevait, lui, ses volailles. Et on verra qu'il s'agit là d'une alternative tout à fait souhaitable à l'élevage industriel. Alors on écoute Denis Sanchez. Une production de qualité, donc là, puisqu'on s'adresse à la volaille de ferme, donc c'est déjà laisser l'animal dans son milieu naturel. Je pense que la volaille est un volatile, ou la pintade sont des volatiles qui ont toujours pris l'habitude de vivre dehors avec un habitat. Voilà. Donc c'est, je pense, remettre l'animal dans son contexte naturel et d'améliorer son bien-être. Donc qualité pour nous après c'est bien sûr puisqu'on est sur un produit agricole au final, donc c'est l'aspect gustatif. C'est aussi quand on élève un animal qu'il soit consommable sanitairement parlant, ça veut dire qu'il n'y a aucun, je vois entre autres en volaille fermière, l'antibiotique on ne l'utilise pas, donc on sait qu'on générera pas de résistance aux antibiotiques du fait qu'on ne l'utilise pas. Oui, je complète. Denis Sanchez commercialise en vente directe. Donc effectivement qualité de vie des animaux, comme il le dit, avec un parcours permanent en plein air, possibilité d'abri en cas de pluie ou de froid, une qualité sanitaire par absence totale d'antibiotiques dans l'alimentation, mais aussi un cloisonnement par bâtiment et par parcours plein air, c'est pas seulement que par parcours, et aussi une qualité au goût par une alimentation tracée française et une durée d'élevage d'au moins 2 mois. C'est ce qu'il nous dit là. La volaille est bien sûr un consommateur de grains, donc céréales, maïs, plus des protéines où là on utilise des tourteaux de soja, des tourteaux de colza et autres, d'autres améliorants non OGM dans le cadre de nos principes en tout cas d'agriculture paysanne, puisque moi l'agriculture fermière telle que je la conçois de volaille fermière est vraiment dans le cadre d'un projet d'agriculture paysanne. Donc justement, cette agriculture dite paysanne essaye de maîtriser tous les facteurs sans se laisser porter, on le disait tout à l'heure, par un marché, donc par toute une filière, et ça permet d'avoir une belle résistance au choc économique et éventuellement au choc sanitaire. Donc on est là plutôt dans le préventif plutôt que dans le curatif, et ce qui fait qu'il y a vu les modes d'élevage, assez peu d'effluents et de mauvaises odeurs. Oui, c'est ce que nous dit Denis Sanchez. Un des grands principes de l'agriculture paysanne, celui de l'autonomie est primordial. Et on entend par là la quantité. C'est nous qui choisissons si on en veut 1000, 1500, 2000. C'est nous qui tuons à domicile. Donc ça veut dire qu'on a pris le choix de pas transporter les animaux plus loin. L'autonomie, c'est l'autonomie sanitaire. On disait en ce moment, on en parle beaucoup. On voit dans le sud-ouest les seuls élevages qui sont rassurés, c'est ceux qui sont autonomes avec élevage plus tuerie plus distribution à domicile. C'est complètement nous ce schéma-là qu'on a pensé il y a déjà quelques années et qui est encore en fonctionnement. Donc sur cette rentabilité économique, il est intéressant de comparer les deux systèmes dont on vient de parler. En système industriel, c'est une production de 200 000 poulets par an, tenu par des investissements en bâtiments, des charges, des risques, mais ce qui donne quand même simplement un SMIC par mois pour le revenu net de l'agriculteur. Le poulet vif d'1,9 kg est vendu seulement 38 centimes d'euros, et l'éleveur récupère 16 centimes par poulet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans un élevage plus modeste comme celui de Denis Sanchez ? Autonomie, on parle aussi des prix, puisque là, le prix, c'est bien nous qui le créons en lien avec le consommateur. On arrive avec ces 1500 volailles avec un investissement qui a été raisonné à 30-40 000 euros. Donc moi, je pense que on est dans la rentabilité. Maintenant, il y a le travail de vente directe, il y a tout ce lien qu'on doit créer avec les consommateurs pour effectivement commercialiser et que nous on puisse retrouver notre revenu. Mais c'est jouable et je pense que les gens nous ici qui viennent ici
il n'y a pas de problème. Ils sont satisfaits sur la qualité, sur le prix, et on crée ce lien qui n'existe plus quand le paysan travaille en filière, où là, il connaît même pas le résultat de son produit. Je crois qu'en conclusion, on peut dire que là, on a un type d'élevage qu'il faut absolument promouvoir, un éleveur qui passe tous les jours dans ses poulaillers, qui est vraiment en autonomie, qui, comme il l'a dit, fixe son prix. Il y a à la ferme un certain nombre d'acheteurs qui viennent parce qu'ils ont confiance, et finalement toutes ces volailles sont vendues quasiment en direct. Il s'agit de volailles qui vivent dans des conditions sanitaires normales, dans des conditions naturelles puisqu'elles sortent, et qu'elles rentrent dans le bâtiment quand il fait très froid peut-être, mais selon leur gré. Et ça nous donne donc des poulets globalement bien moins sensibles aux maladies comme la grippe aviaire, ce dont va nous parler Daniel. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une augmentation des pandémies animales, qu'elles soient virales comme la grippe aviaire, bactérienne ou dues à des parasites. Il y a évidemment plusieurs causes. On élève de plus en plus d'animaux sur la planète pour répondre à la demande croissance de denrées d'origine animale, et surtout il y a les déplacements. On l'a bien vu lors du dernier épisode de grippe aviaire, le virus est transmis à cause des déplacements. L'abattage de milliers de volailles est une réponse dans l'urgence qui frappe les esprits, et c'est nécessaire pour circonscrire l'épidémie. Mais ce n'est pas en abattant les volailles qu'on élimine le virus. Il faut plutôt voir dans quelles conditions il se développe ou ne se développe pas pour ne pas lui offrir les conditions de son développement. Il est donc probable que si on ne change pas radicalement nos manières de faire, notamment avec les multiples déplacements d'animaux, les épisodes de grippe aviaire et autres pandémies vont se répéter et un jour ou l'autre, une souche sera d'évidence transmissible aux humains. Oui, mais c'est pas pour cela qu'il faut confiner les animaux. Et là, nous avons interrogé la préfecture et elle nous dit bien l'élevage plein air reste tout à fait possible sans avoir besoin même de couvrir les parcours. Il faut pour ça effectivement que les animaux aient de l'eau de la qualité, qu'ils aient de la nourriture qui ne traîne pas pour pas attirer les oiseaux sauvages et qui viendraient éventuellement les contaminer. Mais ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, des formations seront organisées bientôt en biosécurité pour éviter effectivement la diffusion de fausses informations. Et les animaux, en plus, quand ils vivent en plein air, ils arrivent à se prendre des micronutriments pour augmenter leur défense immunitaire. Et donc, c'est plutôt souhaitable d'avoir des élevages en plein air. Donc. Voilà, et justement, on peut aussi parler de l'importance de l'alimentation et de l'importance d'avoir des animaux qui ont été élevés dans des conditions normales, naturelles, qui ont eux-mêmes développé leur défense immunitaire et qui sont également, je dirais, plus favorables à la santé des consommateurs. Alors que ces poulets standards qui ont subi des traitements vétérinaires, le stress des déplacements, qui ont été nourris de manière très artificielle, sont finalement beaucoup moins nourrissants, de moins bonne qualité pour les consommateurs. Et d'ailleurs, on a déjà tous fait l'expérience de ce genre de viande. Quand on la fait cuire, elle diminue en même temps considérablement. On croit faire des économies en achetant une viande moins chère, et finalement, ça n'est pas du tout le cas. Ouais, moi, je voudrais revenir sur l'impact environnemental global, local et planétaire de ce système, enfin du système industriel. Parce que consommer du poulet standard d'importation local ou industriel, c'est participer quand même à la dégradation globale de l'environnement. La production d'OGM en Amérique du Sud provoque la déforestation, une utilisation massive de pétrole, de pesticides, des déplacements de population rurale vers les bidonvilles, ça provoque les phénomènes de mégalopoles, etc. Et ça, c'est vraiment à la base, c'est notre alimentation aussi qui concourt à tous ces phénomènes mondiaux. Revenir aussi sur un peu nos évolutions aussi de consommation, puisque l'évolution de la consommation était celle-là. En 98, à 52% des poulets de chair étaient achetés entiers. Maintenant, c'est plus que 31%. Alors, toute la sélection qui a été faite, notamment par l'INRA depuis plusieurs décennies, ça a toujours été tourné vers la performance économique.
Bon, en 1950, par exemple, il fallait 84 jours pour faire un poulet d'1,5 kg. Et en 2017, il faut 35 jours pour faire un poulet de 2 kg. En 2016, on abattait au bout de 35-40 jours pour un poulet standard élevé en bâtiment et 81 jours pour un poulet label rouge plein air. Et là, l'INRA continue à travailler sur des sélections d'animaux, mais plus maintenant basées sur des biomarqueurs génétiques qui va prendre en compte effectivement une palette extrêmement importante d'aptitudes, à la fois le sexe, la capacité à se développer rapidement, la fragilité sanitaire, la qualité de la chair, etc. Et là, on va avancer de plus en plus dans un système technologique. Oui, mais on reste dans la fabrication, donc loin de la diversité génétique qu'offraient les races anciennes, adaptées à leur terroir. Ouais, mais enfin là on l'a vu, maintenant on consomme plus que des bouts de poulet. C'est dommage. Moi, j'ai quand même un souvenir ému du poulet qui cuisait dans le four. Bon, ce qui est très dommage, c'est qu'on entend souvent ce discours un petit peu insensé, voire honteux, qu'il faut produire du pas cher pour les gens qui n'ont pas de moyens. Ce serait quand même dommage que les gens qui n'ont pas d'argent mangent que des morceaux de poulet, et en plus pas bon. Je signale quand même l'existence de poulets tout cuits à 4 ou 5 euros. Bon, je crois que c'était même pas la peine d'en parler. Mais je vous laisse imaginer la qualité de ce type de volaille. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il faut poursuivre l'augmentation des inégalités de revenus dans notre société par la nourriture, et aux pauvres toujours une nourriture dépourvue d'éléments nutritifs, parce que c'est ça qui est derrière aussi, c'est la qualité nutritive de la viande et qui rend malade à terme les gens, notamment par les maladies cardiovasculaires. Voilà, et moi j'ai entendu quelqu'un affirmer que justement pour les cantines et les maisons de retraite, il fallait de la viande peu chère. Et je vois que la personne qui disait ça faisait peu de cas finalement de la santé des enfants et des personnes âgées. Alors donc libérez-vous, faites votre cuisine vous-même, courez après votre poulet ça vous fera faire du sport en même temps avant de le manger. Ouais, moi j'aurais quand même revenir sur cette citation de Gandhi. On peut juger une civilisation à la façon dont elle traite ses animaux. Le droit fondamental de tous les êtres vivants, c'est de ne pas souffrir. On note notamment une demande de qualité croissante de la part des consommateurs, mais il y a une demande inverse des chaînes de fast-food et des principales multinationales actrices du système industriel. On a questionné Éric Bertrand un peu sur cette question de l'action du consommateur. Si les consommateurs nous disent on veut manger que des poulets de 12 semaines élevés en plein air, on produira des poulets de 12 semaines élevés en plein air. Si les consommateurs achètent du poulet standard, soit on produira le poulet standard, soit on ira le chercher dans les pays qui le produiront. C'est le consommateur qui choisit ce qu'il veut manger et la façon dont il veut le manger. Alors, effectivement, le consommateur, il a un gros pouvoir, parce qu'il peut acheter ou ne pas acheter, et donc sanctionner. Mais est-ce qu'il a vraiment un pouvoir réel de décision ? Parce que est-il maître du jeu ? Ou est-il conditionné par l'industrie agroalimentaire et ses propositions, sa publicité, puisque à chaque fois il y a des nouvelles créations qui sont tentantes, comme les nuggets et compagnie, qui tentent des gens qui sont un petit peu en dehors de la nature et du bien manger. Alors donc, en conclusion, je crois que le choix, nous l'avons vraiment, et que nous devons choisir de la viande de qualité et ne pas manger tous les jours de la viande. On n'en a pas besoin en fait. Autrefois, on mangeait de la viande une fois tous les 15 jours et les gens n'étaient pas moins bien portants que maintenant. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, je ne dis pas qu'il faut être végétarien, bien au contraire. Mais si vous achetez de la viande de qualité, il faut savoir que vous soutenez tout un modèle d'élevage qui traite bien les animaux et qui veut fournir des produits de qualité et qui va permettre aussi à des gens de faire vraiment leur travail, parce que des vrais éleveurs qui font bien leur travail, il y en a plein en France. On n'en parle pas assez et on les soutient pas assez. Et en plus, on crée du lien direct, puisqu'on va directement chez les gens chercher son produit. Et ça aussi, c'est très important d'avoir ce côté social de la chose. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du poulet. Je ne demanderai pas qui prend le Solilès. Je vais vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui. Plus d'informations, comme d'habitude, sur le site d'RCF. Vous retrouverez l'émission déjà en premier en podcast, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter en direct. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre mail. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine.
reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une